L'opposition est sortie de sa réserve pour afficher sa détermination à marcher sur les 5 communes de Conakry le lundi prochain, en signe de protestation au calendrier des élections proposées par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Pour ce faire, l'opposition invite la société civile à rejoindre, non pas pour le chronogramme, mais pour dénoncer l'insécurité persistante, dit-elle. Nous avons donc commencé nos manifestations, nous allons aller à les intensifier. Nous avons donc décidé de tenir une marche, comme nous l'avions annoncé, pour le lundi 13 avril prochain. Cette marche va se tenir dans toutes les communes de Conakry, en attendant que nous engagions des manifestations qui vont s'étaler sur l'entièreté du territoire national. Cependant, au sein de la société civile, les acteurs sont partagés. Si les uns consentent, une frange déclare ne pas être mêlée à la politique. Ça, c'est autre chose. La marche de l'opposition n'a rien à voir avec la session des lois. L'opposition peut marcher, c'est son droit le plus absolu. L'opposition peut réclamer tout, c'est son droit le plus absolu. Mais je crois que les choses doivent se passer quand même dans la légalité. Or, la menace de l'opposition est balayée du revers de la main. Non, nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes des acteurs de la société civile. Nous sommes ni de l'opposition ni de la mouvance. Ce que nous souhaitons dans ce contexte difficile encore qui revient dans notre pays, c'est que les acteurs politiques s'entendent. Qu'à cela ne tienne, l'opposition dans sa fronde sous-tend bloquer le processus électoral en cours afin d'obtenir un dialogue avec les autorités et les acteurs du processus. En prélude aux États généraux de la société civile guinéenne, prévus du 28 mai au 1er juin prochain du côté de Kindia, les structures fêtières comprenant de 700 familles d'acteurs ont conféré avec la presse ce jeudi dans un complexe hôtelier de la place. Le vice-président de la GURD a fait étalage des activités devant conduire au déroulement des États généraux. Cette série d'activités est partie de l'atelier d'information et de partage avec les familles d'acteurs. Ensuite, il y a eu la catégorisation des différentes organisations. Ensuite, nous sommes passés aux ateliers régionaux de partage et d'information sur les États généraux pour recueillir le maximum d'adhésion. Après les ateliers de partage régionaux, et aujourd'hui, nous sommes en train de tenir cette conférence de presse pour pouvoir partager à large échelle, nationale et internationale, sur le processus du déroulement des États généraux. Partant des perspectives de la tenue des États généraux de la société civile, le vice-président de la PECUD parle des résultats des travaux réalisés. L'organisation des ateliers de partage et d'information avec les familles d'acteurs de Conakry en un premier temps. Cela nous a permis d'avoir 325 familles d'acteurs touchées. Et à cette occasion également, 390 organisations avaient été touchées. Quand vous prenez le cumul fait, hors les 150 premiers touchés à Kindia, vous avez 715. En demandant et en sachant qu'il y a la possibilité que ces acteurs restituent au sein de leur organisation, en prenant une moyenne de 10 par organisation, ça veut dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que nous avons environ 7150 personnes touchées. Ce qui dénote encore une fois de plus, comme M. Diallo l'a dit, l'engagement et le besoin de ces organisations d'aller vers l'organisation des États généraux de la société civile qui, à notre avis, est un tournant indispensable. Ces dernières années, la société civile guinéenne bat de l'aile. Minée par des querelles de leadership et de détournement de fonds, c'est pour résoudre toutes ces querelles intestines et restaurer la crédibilité, définir le rôle et la feuille de route de la société civile que les familles d'acteurs sont engagées à assainir la maison du citoyen pour lui redonner sa marque d'antan. Le ministre de l'Économie et des Finances a procédé ce jeudi à la signature de la 3e phase du programme d'appui aux collectivités villageoises et le programme d'appui à la mise en œuvre de la coopération entre l'ambassadeur de la France en Guinée et l'Union européenne. 15 millions et 8 millions d'euros sont les financements de ces deux accords. Il faudrait qu'à travers le programme, qu'on arrive à stopper le flux migratoire des villages
des communautés rurales vers notamment les grandes agglomérations, notamment la capitale Conakry. Je puis vous prendre l'engagement ici qu'il va jouer le rôle qui lui revient dans le cadre de l'assistance, de l'appui, mais également dans le cadre du financement de ce PACV3 tel que l'on a pris les engagements. Monsieur le chef de la délégation de l'Union européenne, je vais insister beaucoup sur le fait que la finalisation des programmes financés par le 10e FED reste un défi majeur pour nous dans cette coopération. S'agissant des grandes étapes de ces conventions, les deux partenaires expliquent. La Guinée du XXIe siècle est une Guinée qui se doit se développer sur le plan national, mais il n'y a pas de bon développement économique et social national sans bon développement économique et social local. Donc il faut pour cela des collectivités, des communes, ces communautés villageoises, qui soient aptes à pouvoir s'inscrire dans une logique de déconcentration et de décentralisation. C'est un programme que nous faisons dans différents pays ACP avec lesquels nous travaillons. Il a en gros deux axes. Un premier, c'est un appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, qui est ici le ministère de l'économie et des finances. Il y a un deuxième volet dans ce programme, ce qu'on appelle la facilité de coopération technique. C'est un peu comme une caisse à outils. Ça nous permet de financer différentes études, des assistances techniques ponctuelles dont nous avons besoin pour préparer les projets du 11e Fonds européen de développement, dont nous avons signé le programme exécutif national en décembre dernier ici à Conakry. Malgré toutes les conventions de financement à l'endroit du rural, les communautés locales connaissent toujours une traversée du désert. Le deuxième congrès de la Confédération patronale des entreprises de Guinée s'est tenu ce jeudi dans un réceptif de la place. Cette assemblée, qui se réunit chaque 5 ans, a pour but d'élire le président et les différents organes de la Confédération. Cette élection est coordonnée par une commission électorale composée d'un président d'honneur, du doyen et du plus jeune entrepreneur. L'ouverture solennelle de ce congrès a été faite par le ministre Albert Damantan Camara, représentant le gouvernement. Le bureau sortant, dirigé par Adjanouma Aïssatou Traoré, a présenté son rapport de mandat, d'activité et surtout financier qui a retenu l'attention. Mamadi Kaba nous en donne quelques détails. Les dépenses effectuées se chiffrent à un montant global de 1 milliard 796 millions 405 871 francs. Vous avez aussi les détails qui sont donnés dans un tableau concernant chaque poste budgétaire et par an. Il faut signaler tout de même que pour la période de juillet 2008 à décembre 2010, l'apport personnel de la présidente dans le financement des dépenses a été d'un montant global de 418 600 000. À ce jour, la disponibilité à la date du 31 mars 2015 est de 13 957 451 francs, comme le certifie le dernier relevé bancaire que nous disposons. Puis, l'association patronale, une structure en qualité de membres associés, ont plébiscité Adja Nyouma Aïssatou Traoré pour un second mandat de 5 ans et un nouveau bureau de 11 membres. Elle nous donne ses premières impressions. Nous sommes des partenaires du gouvernement. Le gouvernement ne nous accompagne pas. C'est nous qui accompagnons le gouvernement. Je voudrais qu'on se donne qu'on s'accepte. C'est l'acceptation qu'on peut réussir. Qu'on se lève et qu'on soit tous ensemble pour faire avancer ce pays. Ce pays a besoin de nous. Nous sommes dans une crise aujourd'hui qui ne dit pas son nom. Si à l'ouverture du congrès, le ministre Albert Damantan Camara a sollicité un patronat sérieux et productif, son représentant lors de la clôture a exhorté le nouveau bureau d'être le levier du développement socio-économique du pays. Votre congrès intervient à un moment très utile pour le gouvernement
rappelle que les fonctions de membres du Conseil, leur exercice ne peut donner lieu à une rétribution. Fraîchement élu premier vice-président délégué de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, Kerfala Persson Camara, KPC, nous donne ses objectifs. Je vous remercie. L'enjeu de cette élection, d'abord, c'est l'unité du secteur privé guinéen. Et c'est ce qui va nous conduire à participer aux côtés du gouvernement, aux côtés des partenaires étrangers et puis des partenaires ici sur le plan local, à participer activement au développement de notre pays et au développement de l'Afrique. Oui, nous allons de plus en plus vers le public privé. Les gens sont qu'au jour d'aujourd'hui, privé, à travers le partenariat qui sont lui et les structures bancaires, arrivent à un certain nombre d'activités qui nous amènent auprès du gouvernement et dans le cadre du partenariat public-privé à réaliser l'ensemble des gros projets pour le pays. Ce qui concerne la partie gouvernementale, le CPEG devrait être dans l'avenir un partenaire incontournable pour le développement socio-économique de la Guinée. Je trouve que c'est une très bonne initiative qu'il y ait des consultations permanentes entre les gens du secteur privé. Et je vois que le CPEG est très actif et très bien organisé. Le secteur privé guinéen. Disons que moi je suis du côté de l'État, donc on est là vraiment pour être des accompagnateurs et d'être des partenaires pour essayer d'aider le secteur privé quand ils ont rencontrent certaines difficultés, afin que l'on puisse les assister pour l'achèvement de leur projet d'investissement, que ça puisse créer de l'emploi et que ça puisse aussi soutenir la croissance du pays. En attendant le prochain congrès dans 5 ans, les nouveaux membres de ce bureau comptent se donner les moyens de leur politique. L'atelier de concertation sur la gestion de l'épidémie d'Ebola dans les sociétés et projets miniers a ouvert ses travaux ce mercredi au sein du ministère des Mines et de la Géologie. Avec la participation des représentants des sociétés et projets miniers, cette réunion vise à mettre en place la relance des activités minières après Ebola, mais aussi analyser les différents rapports des sociétés et projets miniers en matière de gestion de la maladie à virus Ebola. Vous avez pu suivre les présentations de certaines des sociétés qui ont expliqué comment elles ont mis en place des protocoles de protection des travailleurs depuis les mines jusqu'à l'exportation du minerai, comment ils ont pu également faire la sensibilisation des populations aux alentours en utilisant notamment des radios communautaires. Donc toutes ces pratiques-là, pour nous, c'est extrêmement important. Ça va dans la ligne droite des recommandations du gouvernement et du président de la République et de la coordination de l'Ebola. Je précise que les compagnies qui sont déjà en activité n'ont pas arrêté leurs travaux. CBG a continué à travailler et a pu exporter plus que prévu. Elle devait exporter pour 14 millions de tonnes, elle a exporté pour 15 millions de tonnes de bauxite. La société aurifère de Guinée, la SAG, qui est la filiale de la compagnie sud-africaine Anglo Gold, devait produire de l'ordre de 280 000 produit plus de 300 000 onces. Donc ça veut dire que les sociétés en activité ont continué à travailler. Présent lors de cet atelier, ce représentant de la compagnie des bauxites de Guinée explique leurs conditions de travail en ce moment de crise sanitaire. Alors, CBG, dans sa stratégie, elle s'est articulée autour de 3 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui concerne la formation, la communication. Le deuxième axe, c'est la partie équipement, c'est-à-dire tous les kits sanitaires, les thermoflash. Et le troisième axe, c'est ce qui concerne un peu les audits et les communications. La région, mais il a été très vite maîtrisé. La production de la CBG ne s'est jamais arrêtée. Les expatriés sont toujours restés pendant toute la période. Et on a même établi un record de production. Donc pour nous, c'est très positif tout ça. Le ministre et les acteurs du secteur minier
ont déploré l'absence de la coordination de lutte contre Ebola à ces travaux de partage, où les miniers disent tendre la main à la coordination pour une lutte commune.